19 ans, Brooke Wilberger vivait dans l'Oregon et venait d'une grande famille, elle était la 5e enfant sur 6. Elle se distinguait par ses résultats scolaires et montrait de grandes promesses dans le sport. Elle aimait le basketball, le snowboard et la course à pied. Quand Brooke avait 16 ans, elle a commencé à sortir avec l'un de ses plus anciens amis d'enfance, Justin. Tous deux étaient des membres dévoués de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Et pendant que Justin effectuait une mission de 2 ans pour l'église, Brooke a intégré Brigham Young University dans l'Utah dans son enfance. Brooke avait des difficultés d'élocution, elle n'a commencé à parler qu'à l'âge de 4 ans. Et son choix d'étudier à BYU était en grande partie lié au fait que l'université possédait l'un des meilleurs départements d'orthophonie. C'est ce qu'elle voulait faire de sa vie, aider les autres à surmonter leurs problèmes de langage et leur donner confiance en eux. Sa famille racontait que, même si elle parlait doucement, elle ne se taisait jamais lorsqu'elle estimait que quelque chose ou quelqu'un se comportait mal. Elle avait aussi dépassé son petit village et voulait découvrir le monde, elle était donc parfaitement prête pour la vie étudiante. Sa première année d'études s'est bien déroulée. Après la fin de sa première année, comme beaucoup d'étudiants, Brooke est rentrée chez elle pour l'été et voulait gagner un peu d'argent pour tenir les mois suivants. Sa sœur Stéphanie lui a trouvé un emploi dans Oak Park Apartments à Corvallis, à environ 30 miles de la maison de leurs parents. Stéphanie ne vivait pas seulement dans ce complexe, elle le gérait avec son mari. Pour Brooke, c'était une opportunité parfaite, un petit job d'été compatible avec une vie sociale active. Elle prévoyait de rester chez Stéphanie quelques jours pour travailler ses shifts, puis de rentrer chez elle et passer du temps avec ses proches. Début de semaine un lundi matin chaud à Corvallis, Oregon, Stéphanie et Brooke avaient prévu de déjeuner ensemble ce jour-là entre les shifts de Brooke. À 10h du matin, Stéphanie a regardé par la fenêtre et a vu Brooke remplir un seau d'eau pour aller nettoyer les lampadaires extérieurs. Quelques heures plus tard, Stéphanie, occupée à préparer le déjeuner pour ses enfants et sa sœur, a soudain remarqué l'heure. Il était déjà bien après 13h. Brooke était en retard. Stéphanie racontait qu'elle avait pris ses enfants et leur avait dit en plaisantant « Bon, envoyons une équipe de recherche ». Elle a fait le tour des bâtiments, pensant que Brooke discutait simplement avec un résident ou s'était laissé absorber par son travail au point de perdre la notion du temps. Mais elle a soudain vu quelque chose qui l'a inquiétée. Les seaux d'eau que Brooke utilisait, ainsi que ses produits de nettoyage, étaient posés près du lampadaire le plus proche. En s'approchant, Stéphanie a remarqué qu'il y avait aussi les sandales que Brooke portait ce jour-là. La partie en plastique entre les orteils était déchirée et les sandales étaient couvertes de boue. Stéphanie a déclaré que cela donnait l'impression qu'elles avaient été arrachées de ses pieds alors qu'elle tentait de rester debout. Elle a appelé son mari et ils ont continué à chercher pendant un moment autour du complexe. Quand ils ont réalisé que son téléphone, son sac et son portefeuille étaient dans sa voiture verrouillée, vers 15h, ils ont décidé qu'il était temps d'appeler le 911. Les amis, je vais vous interrompre un instant. Je suis curieux de savoir d'où vient mon audience, alors dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Merci pour votre attention, écrivez-le en commentaire et je continue. 911, what's your emergency? Yeah, I've got someone who's missing, a worker of mine that I can't seem to find. Missing from where? I'm the manager of the Oak Park Apartments, and this worker actually happens to be my sister-in-law. She's 19. When was the last time anybody saw her? Around 10:30. La police s'est immédiatement inquiétée, tout comme Stéphanie. Il était évident que Brooke Wilberger n'était pas le genre de personne à disparaître sans prévenir. Elle informait toujours ses proches de l'endroit où elle allait et de l'heure à laquelle elle rentrait. Plusieurs résidents du complexe se souvenaient avoir entendu un cri ce matin-là, vers 10h30. Mais personne n'avait rien vu et à l'époque, personne n'avait compris que cela pouvait être lié à une disparition. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la ville. La police a commencé à passer de porte en porte dans le complexe, interrogeant tous ceux qui pouvaient avoir vu quelque chose. D'autres enquêteurs ont vérifié les délinquants sexuels enregistrés dans la région. Ils étaient environ 2000, ce qui représentait un travail colossal. Bien sûr, la police a voulu parler au petit ami de Brooke, Justin, mais il se trouvait aussi loin que possible. Sa mission religieuse se déroulait au Venezuela, et tout le monde pouvait confirmer qu'il y était depuis le début. Justin n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il pensait déjà au mariage, et Brooke disait souvent qu'elle rêvait d'une grande famille avec beaucoup d'enfants. Après l'avoir interrogé, la police l'a presque immédiatement exclu des suspects. Le capitaine de police Jonathan Sassaman a ensuite déclaré que la situation était extrêmement tendue. Toute la communauté cherchait des réponses et tout le monde était inquiet. Les gens commençaient à se demander si cela peut arriver ici, quelqu'un représente-t-il un danger à proximité ? Très vite,
L'affaire Brooke est devenue l'une des plus médiatisées de l'histoire de l'Oregon. Des centaines de personnes ont participé aux recherches et le Federal Bureau of Investigation a même été impliqué dans l'enquête. Des personnes de différents endroits ont signalé avoir vu une jeune fille qui aurait pu être Brooke partout dans l'État et même au-delà. Mais aucun de ces signalements n'a permis d'obtenir un résultat concret. Quelques jours plus tard, la police s'est intéressée à un homme nommé Seung-Koo Kim. C'était un homme de 30 ans, renfermé, vivant à environ 420 milles de Corvallis avec ses parents. Il est devenu suspect après qu'il a été découvert qu'il volait de la lingerie féminine dans les dortoirs de Oregon State University, situé tout près de l'endroit de la disparition de Brooke. Lors de la perquisition de son domicile, la police a découvert des milliers de pièces de lingerie féminine. Sur son ordinateur, il y avait aussi des dizaines de milliers de photos et vidéos pornographiques, dont beaucoup contenaient des scènes de violence. Encore plus inquiétant, un fichier sur son ordinateur intitulé OSU Doc, il avait été créé après la disparition de Brooke. Le fichier ressemblait à une sorte de guide sur la manière de commettre une agression sexuelle et d'échapper à la justice, avec même des conseils sur les vêtements à porter et les objets à emporter. Cependant, aucun lien direct avec Brooke n'a pu être établi. Les données de son ordinateur, de son téléphone et les reçus de magasins ont confirmé qu'au moment de la disparition, Kim était chez lui avec son père. Il a finalement été retiré de la liste des suspects. Pendant ce temps, les jours sont devenus des semaines. Un mois a passé et toujours aucune trace de la jeune fille de 10 à 9 ans. Chaque jour qui passait rendait les chances de retrouver Brooke vivante de plus en plus faibles. Le seul véritable élément resté était un véhicule aperçu le jour de sa disparition. Plusieurs témoins ont parlé d'une mini-fourgonnette vert foncé, probablement un modèle de 1997 circulant près de Oregon State University. Certaines étudiantes ont même raconté des rencontres étranges avec le conducteur de ce véhicule. À l'une d'elles, il s'est arrêté et a demandé son chemin. Quand elle a commencé à expliquer, l'homme est sorti de la voiture et a ouvert la porte arrière. La jeune fille a ressenti un danger et s'est rapidement éloignée. Une autre étudiante a également déclaré que la conversation avec le conducteur de la mini-fourgonnette l'avait tellement effrayée qu'elle l'avait immédiatement signalé à un membre du personnel de l'université. Mais même avec ces témoignages, la police n'a pas pu identifier le conducteur. Les mois ont passé. Les recherches se sont progressivement arrêtées et la vie de la ville a repris son cours normal. Jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, à plus de 1400 milles de là, à Albuquerque, la police reçoive un appel qui a soudain ravivé l'affaire Brooke. Une femme nommée Darin conduisait avec ses filles lorsqu'elles ont vu une jeune femme courir nue et en panique à travers la route, essayant d'échapper à quelque chose. Elle s'est immédiatement arrêtée et l'a fait monter dans sa voiture. Une étudiante en échange universitaire de 22 ans a raconté, en pleurant, qu'elle avait été kidnappée par un homme qui lui avait mis un couteau sous la gorge, violée et ligotée. Mais elle avait miraculeusement réussi à se libérer et à s'enfuir. La police a rapidement identifié le suspect. Il s'agissait de Joel Patrick Courtney, marié, père de 3 enfants, avec un casier judiciaire. Et lorsque les détectives ont commencé à comparer les détails de cette agression avec la disparition de Brooke, ils ont compris quelque chose d'inquiétant. Le mode opératoire était presque identique. Et en vérifiant ses déplacements, ils ont découvert qu'au jour de la disparition de Brooke, il se trouvait précisément dans cette zone. Même sa sœur Donna Courtney a ensuite déclaré qu'elle avait toujours eu une pensée effrayante qu'elle n'osait pas dire à voix haute. Elle était convaincue d'une seule chose. Son frère sait ce qui est arrivé à Brooke. Good afternoon. I'm Natalie Marmy, and General Hospital will be seen at a later time. Right now, we're bringing you the latest in breaking news in the disappearance of Brooke Wilberger. We now know police believe Brooke was murdered, and police believe a man currently sitting in an Albuquerque jail was the one who killed her. Malgré le fait que le corps de Brooke n'ait jamais été retrouvé, elle a officiellement été considérée comme décédée. Pendant que Joel était en prison, les enquêteurs ont rassemblé des preuves contre lui pendant plusieurs mois. Lorsqu'ils ont retrouvé le véhicule utilisé par Joel au moment de la disparition de Brooke, il s'agissait d'une mini-fourgonnette vert foncé exactement le véhicule décrit par plusieurs témoins. Les experts ont entièrement démonté la voiture et analysé chaque élément. Après de longs mois d'attente, les résultats sont enfin arrivés et ils étaient sans équivoque. Au printemps 2005, il a été confirmé que l'ADN de Brooke se trouvait dans le véhicule et ses cheveux blonds ont été retrouvés sur un élastique à l'intérieur d'un des sacs de Joel. Les analyses ADN ont également confirmé que Brooke avait été violée. We are at a milestone in this case in that on Friday, July 29th, last Friday, the Benton County Grand Jury
reviewed this case, the case of Brooke Wilberger. The grand jury, after hearing all of the evidence, returned a 19-count indictment accusing Joel Patrick Courtney, who's 39 years old, of 14 counts of aggravated murder alleged in alternative theories, 2 counts of aggravated kidnapping in the first degree, 1 count of first-degree rape, 1 count of first-degree sexual abuse, and 1 count of first-degree sodomy. Under Oregon law, the maximum possible penalty for aggravated murder is death. With charges pending in New Mexico, however, it is unlikely that he'll be available for extradition to Oregon for some time. So don't expect to see the defendant before an Oregon court in the next few days or the next few weeks. As you know, the defendant was arrested November 29th of last year in Albuquerque on similar but unrelated charges in their jurisdiction involving the abduction and sodomization of a college-age student there in New Mexico. The huge difference between that case and our case is that the victim in New Mexico was able to escape and survive the attack and report it to the police. Joel Patrick Courtney a finalement été officiellement inculpé pour 10 à 9 chefs d'accusation, dont meurtre aggravé, enlèvement, sodomie et viol. Le procureur a déclaré que lorsqu'on lui a présenté les actes d'accusation, il a passé toute la journée à en rire avec d'autres détenus. Bien qu'il ait continué à nier avoir même entendu parler de Brooke, encore moins lui avoir fait du mal, lors d'une visite de sa mère, celle-ci lui a directement demandé s'il l'avait tuée. Il est resté silencieux un instant, puis a répondu « Ils ne pourront jamais me tenir responsable de ça ». En janvier 2007, malgré ses déclarations de problèmes de santé mentale et son affirmation qu'il n'était pas apte à être jugé, le tribunal a estimé qu'il était mentalement apte à répondre devant la justice. La mère de Brooke, Camille, a raconté qu'au moment où elle a appris la nouvelle, elle conduisait et a même fait une petite danse à côté de sa voiture. Elle a dit qu'elle n'imaginait pas à quel point elle était proche de sombrer dans l'idée qu'il ne serait peu être jamais jugé. Mais d'abord, il devait répondre de l'agression commise au New Mexico. A Rio Rancho man who faces a murder charge in a highly publicized Oregon case has been sentenced to 18 years in prison for kidnapping and raping a University of New Mexico foreign exchange student back in 2004. Finalement, Joel a plaidé coupable et a été condamné à 10 à 8 ans de prison pour enlèvement et viol. Lors de l'annonce de la sentence, il a continué à se comporter de manière arrogante et irrespectueuse envers le tribunal et le juge. Have no respect for this court. You're the rudest person I've ever met. I would spit in your face if I was close enough. Don't even start. Les policiers disaient que plus il montrait qui il était réellement, plus leur motivation et leur frustration augmentaient. Ils étaient convaincus qu'il finirait par leur dire où se trouvait Brooke et qu'il la retrouverait à tout prix. 5 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que Brooke avait été vue et le procès de Joel était prévu pour début 2010. Il risquait la peine de mort et les procureurs ont proposé un accord, une réduction de peine en échange de l'emplacement du corps de Brooke. Pendant plusieurs mois, il a refusé, jouant avec tout le monde. Mais après plusieurs passages à tabac violents de la part d'autres détenus et l'impossibilité d'obtenir des médicaments contre l'anxiété, il a décidé qu'il voulait changer de lieu de détention. Tout ce temps, il utilisait la connaissance de l'endroit où se trouvait Brooke comme un outil de pression, maintenant tout le monde dans l'attente d'obtenir quelque chose en retour. Et voici la condition qu'il a posée. Joel a demandé à purger le reste de sa peine de 10 à 8 ans au New Mexico auprès de sa famille, puis d'être transféré dans l'Oregon. Il a également exigé que la peine de mort soit retirée des négociations. Tout a été accepté. Après cela, Joel a changé de position, a plaidé coupable et a finalement accepté de donner à la famille de Brooke ce qu'elle demandait et espérait depuis 5 ans. Missing person posters are being taken down for Brooke Wilberger. More than 5 years after she disappeared, police in Oregon have finally located the remains of the 19-year-old college student. Oregon's Attorney General is in Eugene for several reasons, but he spent the day tackling questions about the Wilberger case. John Kroger says he applauds the work done by the Benton County District Attorney's Office. Oregon's AG is pleased with the outcome, getting Joel Courtney to give up Wilberger's remains as part of the plea deal. He also believes the DA's office handled the case well, especially since the case came with a lot of public scrutiny. I think it was very important not only to make sure that he serves a life sentence without any chance of release, but also to make sure that the remains of the victim were found. I think that was extraordinarily important.
Près d'une route abandonnée, à environ 12 miles à l'ouest de l'endroit où Brooke avait été enlevé, ses restes ont enfin été retrouvés. Il avait caché son corps sur une propriété privée, dissimulé sous un arbre tombé. L'identification a été faite grâce au dossier dentaire. Sa mère l'a également reconnu, en remarquant que la montre en argent que Camille lui avait offerte pour Noël était toujours à son poignet. Camille se souvenait très bien de ce moment. La famille de Brooke, faisant preuve de force et de dignité, a déclaré ressentir de la gratitude même envers Joel. Au tribunal, Joel a reconnu ses actes. Il a raconté que ce jour-là, il circulait dans la région à la recherche d'une jeune femme. Il a aussi admis avoir tenté d'enlever 2 autres étudiantes de l'université avant Brooke, les mêmes 2 jeunes femmes qui avaient déjà témoigné. Mais lorsqu'il est passé devant Brooke, qui était seule en train de travailler, il a changé de plan et a prétendu être un livreur. Lorsqu'elle s'est approchée de la mini-fourgonnette, il l'a enlevée sous la menace d'un couteau, l'a forcée à entrer, l'a ligotée avec un ruban et l'a agressée sexuellement. Il l'a emmenée dans une forêt où il l'a gardée en vie pendant la nuit, puis l'a battue à mort. Il a déclaré qu'il n'avait même pas envisagé de la tuer avant de voir à quel point elle se débattait. Il a été surpris par sa force. Il a également dit qu'il avait caché son corps de manière à ce qu'il ne soit probablement jamais retrouvé s'il n'avait pas lui-même avoué. Not much has been disclosed in the Wilberger case about where the crime actually took place. Authorities say it happened in the woods in Benton County in Coastal Range. And for the people who live in that area, they say they can't believe something like this could have happened in their backyard. This is a real, nice community, and, bad stuff just never happens out here. It just doesn't. It's kind of eerie that he went in, he could have been in here. He could have been here the next day, the day before. Mark Scacco owns the Blodgett Country Store, which is about 3 miles from where he thinks the crime was committed. He says he's surprised it could have happened so close to home. Some of us actually did search that area because it's a little abandoned road. And nobody seen anything. So, if something wants to be hidden, it can be hidden very well. But the news about Wilberger hasn't changed their attitude about Blodgett. We love it here, and we just are so sorry that this happened, but it doesn't change our feeling about the community. And no one worries there's anything else hidden in these woods. I'm not going to pick up my bags and leave. This is my hometown, and anywhere you go, it can happen. Joel ne s'est jamais excusé auprès de la famille de Brooke et n'a montré aucun signe de remords ou de compassion. Il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que cela n'ait pas été prouvé avec certitude, le FBI estime qu'il pourrait s'agir d'un tueur en série. Les enquêteurs ont identifié 3 autres victimes potentielles dans l'Oregon que Joel aurait pu agresser sexuellement et tuer. La procureure a déclaré que, dans toute sa carrière, elle n'avait rencontré qu'une seule autre personne qui lui avait donné la même sensation, celle où les cheveux à l'arrière de la nuque se dressent. It's just a total community effort, and not just Corvallis, but all of Oregon, really. Everybody worked together. Camille Wilberger takes the podium at the Lascelles Stewart Center in Corvallis. She sends her deepest thanks to those, some strangers, who lent their support over the years to help find her daughter Brooke. Because it seems one way or another, everyone in Corvallis is connected to the Brooke Wilberger case. The story lingering strong for years in the town, so much that it easily brings tears to former volunteers. I walked several different days, trying to find her. Organizers say without a doubt this has been a defining moment for Corvallis. We do not want ourselves as individuals or this community to be defined by tragedy. As for the next couple of years, Camille Wilberger says she hopes not for closure, but a beginning to what's been shown to them all these years, love. We have a lot of things that as a family we're doing, but everybody just moving on, doing good things, trying to, do the best you can do to love other people and do what Brooke would have done. Quelques minutes auparavant, Brooke nettoyait des lampadaires dans la rue et attendait le déjeuner avec sa sœur, et en quelques minutes seulement, sa vie s'est transformée en cauchemar absolu. Aurait-elle pu changer quelque chose? C'est un cercle de pensées sans fin et épuisant. Camille a dit que la douleur de la perte sera toujours plus profonde que ce que quiconque peut imaginer. Notre famille compare cela à un iceberg. Ce que le public voit peut sembler grand et même destructeur, mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette histoire se termine ici, mais ces affaires nous rappellent une fois de plus que la réalité peut parfois être plus terrifiante que n'importe quel film ou fiction. Derrière chaque histoire de ce type, il y a de vraies personnes, de vrais événements et des questions auxquelles il n'y a parfois jamais de réponse.